Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen, fort et fier, doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour et bienvenue à Équipodcast, épisode 21, première semaine de mars 2025. Mon nom est Daniel J. Côté. Aujourd'hui, je veux vous amener un petit peu dans ma façon de voir les choses, de réfléchir. Je tiens à dire que c'est le dernier Équipodcast de façon formelle que je ferai. J'expliquerai à la fin de cet épisode un peu le pourquoi de tout ça. Alors, mais entre-temps, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se questionne à savoir euh, comment, comment on arrive à tirer des conclusions ou comment on arrive à bien voir les événements. Et c'est extrêmement difficile avant d'avoir des certitudes. J'ai pas beaucoup de certitudes dans ma vie, moi. Il y en a quelques-unes, là, très, très rares, mais avant d'arriver à dire, là, je suis 100% certain de ce que je vois comme conclusion pour conclure, là, que dire que ceci est bien, ceci est mal, ceci est pour, ceci est contre. Et je vous amène dans mon monde très rapidement afin de... Puis à la fin, on analysera ensemble ou on se posera les questions à savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, pour mon environnement, et après ça, on peut grossir un petit peu. Est-ce que les actions, est-ce que les acteurs en place travaillent ou non pour moi? Est-ce que c'est possible de déterminer une telle chose à l'intérieur d'un court laps de temps ou est-ce que ça prend plus de temps avant d'avoir un regard? Alors, sans plus tarder, je vous amène un petit peu. Puis la manière que j'ai monté ce podcast-là, je tiens à vous le dire tout de suite, je vous amène exactement, j'ai décidé de l'écrire, j'ai décidé de l'illustrer comme je l'ai réfléchi. Il y a énormément d'heures de recherche et d'analyse derrière ça. Je voulais plus faire le podcast, mais j'ai décidé de faire celui-ci parce que j'ai mis beaucoup d'heures, puis je crois que ça vaut la peine de le partager, puis il va être intemporel, je crois. Alors, on y va. Voici les questions que moi, je me pose quand je vois quelque chose, là, quand je vois quand un élément au niveau provincial, national, international, au niveau de la géopolitique, comment je les aborde? Quelles sont mes sources d'information? Qui m'aident à vraiment comprendre un événement X, Y ou Z? Que ce soit l'économie, la fluctuation, l'énergie, les ressources. Quelles sont les sources officielles et institutionnelles? Est-ce qu'il y a une stratégie psychologique derrière ça? Est-ce qu'il y a une propagande que je peux détecter? Quelles sont les sources historiques et contextuelles que je peux intégrer à mon analyse? Quelles sont les analyses d'experts et universitaires que je vais choisir ou prendre et peut-être contre-vérifier? Est-ce que je vais m'attarder à aller voir des journalistes d'investigation qui sont impartials? Est-ce que j'ai des observateurs indépendants qui peuvent nourrir mon analyse? Est-ce que je me fie aux médias mainstream? Est-ce que je me fie aux médias sociaux? Est-ce que je combine tout ça?
Est-ce que je comprends bien la géopolitique ou les mouvements géopolitiques derrière certains éléments, certaines décisions qui, moi, soit dit en passant, j'aime comprendre, mais dans la vraie vie, ça ne change pas grand-chose à ma vie, à moi, là, les mouvements géopolitiques, parce qu'on ne peut rien y faire, on ne peut rien y apporter, là. Et est-ce qu'il y a un aspect religieux derrière tout ça? Alors, un dernier point, de quelle façon j'analyse? Est-ce que j'analyse avec mon cerveau rationnel ou est-ce que je suis en mode colère, en mode émotion pour avoir un regard sur l'élément, l'événement que je regarde? Alors, ce sont les bases de questions ou les approches que j'utilise, moi, quand quelqu'un m'envoie une base de réflexion. Lorsque quelqu'un ou un événement arrive dans notre société au niveau, comme je disais, provincial, national, international, en ce moment, première semaine de mars, comme je disais, on a vraiment un positionnement extrêmement polarisé sur l'Ukraine et la Russie. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment j'analyse ça? Est-ce que j'y vais de façon émotionnelle ou est-ce que j'y vais de façon rationnelle? Et ensuite, quelles sont les sources d'informations que je vais prendre pour aller plus profondément dans mon analyse? Parce qu'il faut faire attention. Si on prend au niveau occidental, la majorité des médias, je dirais entre 85 et 90 sont de gauche. Ils ne sont pas de centre-gauche, ils sont de gauche. Ce sont des gauchistes, d'idéologie gauchiste. Alors, faut, si je prends juste les médias mainstream pour m'informer, ben, ils vont avoir un biais gauchiste dans leur analyse. Alors voilà, on continue avec la page 2. Jusqu'où est-ce que je pousse mon analyse? Est-ce que je suis en mode réaction ou émotionnel? Est-ce que j'ai la capacité de prendre du recul et d'écouter des arguments contraires ou je tire ma conclusion tout de suite en partant? Et est-ce que j'arrive à analyser à qui la situation peut profiter? Ça, je vous dirais que c'est un des éléments les plus importants. Si, admettons, on prend la crise COVID des 5 dernières années, suivre l'argent en dit beaucoup. Suivre également le pouvoir que ça a donné à certaines entités, ça en dit beaucoup. Donc, moi, la façon que je regarde, c'est si j'étais en train de jouer une game d'échecs, là, combien de coups je verrais en avance pour voir c'est quoi le développement des événements ou tout ça. Un coup, 3 coups. Les meilleurs joueurs voient jusqu'à 12 coups, les meilleurs joueurs au monde. Des très bons joueurs vont voir jusqu'à 5 coups. Moi, j'ai la prétention que si je joue une game d'échecs, je jouais à peu près à 3 coups en avant. Mais c'est mieux qu'un coup. Hein? Alors, quels sont les pions en place pour analyser les événements qui affectent notre quotidien et aussi le bombardement d'informations qu'on reçoit? Je vous dirais que malheureusement, ce que j'observe, c'est que le vrai journalisme se perd. Le journalisme objectif, sans biais, sans émotion, sans financement, parce que je vous dirais à 90 à 95 des médias mainstream sont financés par des entités qui ont un agenda. Ça, c'est vérifiable, ce que je dis là en ce moment. Hein, aux États-Unis, 96 des médias appartiennent à 5-6 entités. Et on peut trouver facilement quelles sont ces entités-là. Ça peut être au niveau économique, au niveau géopolitique, etc. Au Canada, les journaux et les principaux médias sont soutenus par nos gouvernements. Alors, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc, il y a quelque temps, on est en avril 2015, le gouvernement du Canada a commencé un processus, rétablir la confiance du public, gouvernement ouvert et dialogue ouvert au sein du gouvernement du Canada. On peut voir 10 ans plus tard que c'était un mensonge total par rapport à la gestion Trudeau.
à la gestion Legault également, avec cette semaine, comme je dis, on est la première semaine de mars 2025. On a le scandale de la SAAC Click qui a coûté 1 milliard de dollars. Il n'y aura pas d'imputabilité envers quelconque personne. Personne ne va perdre leur job. Là, des gens vont dire non, 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 le ministre Kerr a perdu sa job. Non, il n'a pas perdu sa job. Il est toujours député, il est toujours élu, sans aucune imputabilité sur une gestion médiocre d'un système qui a coûté 1 milliard de l'argent des contribuables, sans aucune résultante au bout de la ligne, qui était connu des instances québécoises, du premier ministre, qui était. Et si on vous dit qu'il ne le savait pas, c'est un mensonge grossier. C'est complètement faux. Et s'ils ne le savaient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence d'être là, donc ils doivent être remerciés, congédiés immédiatement dans le privé. Ce qui est arrivé serait absolument inacceptable. Donc, la confiance dans le gouvernement. Une longue série de sondages et d'études nous indique que les gens se détournent de la politique et que la confiance du public envers les politiciens a chuté. Mais savons-nous pourquoi et comment remédier à cette situation? Lorsque les gens regardent les bulletins de nouvelles ou consultent les débats politiques en ligne, que voient-ils ou entendent-ils réellement à propos de la politique? C'est du grand n'importe quoi parce que seulement il y a d'autres sondages qui montrent qu'à peu près 32 des promesses sont respectées et ce ne sont pas les plus grosses. Je vais vous donner par exemple la CAQ avec le 3e lien à Québec qui était supposé de se faire, que c'était une promesse électorale et qui ne se fera pas. Alors, ça, c'est un exemple. De plus en plus, il ne s'agit guère que d'un ton strident hyper partisan de la campagne Constance. Donc, leur but est toujours d'être réélus. Donc, quelle est la confiance, trust in government, la confiance dans le gouvernement? Ça ici, c'est Ottawa et Washington. Donc, en bleu, c'est la courbe américaine. En vert, c'est la courbe canadienne. On se situait en 2015 à environ 20 de confiance dans nos gouvernements. Là, je tiens à faire un point d'arrêt. Une personne sur 5 a confiance au gouvernement. Et on se dit en démocratie. C'est une question extrêmement sérieuse et c'est un constat extrêmement inquiétant. Je poursuis. Ici encore, Équipodcast, on prend des sources qui ne peuvent pas être contestées. Donc, en 2023, ils ont répété l'exercice, la confiance à l'égard des institutions et des médias 2023. Et là, ici, ce qui m'a fait rire, j'ai tiré une portion de l'enquête. Les résidents du Québec sont plus susceptibles de déclarer avoir une grande confiance à l'égard des institutions parce que moi, je considère que c'est le succès de MK Ultra et le lavage de cerveau du micro-marché. Le Québec a un micro-marché franco-canadien qui est exploité par les médias mainstream. Ils savent exactement. Donc, pousser un narratif, pousser une propagande est beaucoup plus facile au Québec que partout ailleurs. De surcroît, ils ont passé des lois liberticides qui font qu'on n'a plus le droit de partager des nouvelles, du contenu de nouvelles. Et les lois comme les lois C-63 de Trudeau nous amènent vers un passage très inquiétant qui se rapproche énormément de la Chine et de leur approche communiste, marxiste, appelez-la comme vous voulez. Donc, vous voyez ici, c'est accessible. Hein, si vous allez voir la confiance à l'égard des institutions et des médias 2023, vous allez voir les pourcentages qu'il y a pour chaque Québec. Puis là, on parle le plus élevé au Québec à 36 %. C'est une personne sur 3 là, en passant. Donc ici, je vais vous montrer. Proportion de la population déclarant un niveau élevé de confiance envers certains types d'institutions. Là, vous réalisez ici le système de justice, OK? L'institution du système de justice. Une personne sur deux n'a pas confiance au système de justice ou d'injustice en ce qui me concerne. Moi, personnellement, j'ai absolument zéro confiance au système d'injustice qui est biaisé totalement envers le gouvernement. J'aurai toutes les preuves pour le démontrer. Et une personne sur 4 n'a pas confiance aux politiciens et on se dit être dans une démocratie. Une personne sur 3, les médias mainstream, et même pas une personne sur 2 pour le
le système de déséducation ou de formatage. Donc, force est de constater que si on se dit être dans une démocratie et qu'on a soit une personne sur deux à une personne sur quatre qui a confiance à ce système-là, on a un problème. C'est faux de dire qu'on est dans une démocratie. Et les chiffres sont là à l'appui. Maintenant, vous allez voir, par la suite, je vais vous amener à voir un petit peu qu'est-ce qui a pu causer cette chose, où on est arrivé. Là. Puis, moi, je veux juste amener une modération. Je parlais que j'avais pas beaucoup de certitudes dans ma vie, mais j'ai énormément de questions. En utilisant la physique quantique. La physique quantique, admettons, va prendre la courbe, rendue au point le plus élevé, elle va faire un cadre et dire c'est à peu près là que c'est le plus probable. J'ai des fortes probabilités de croire ce que je crois, mais de là à dire que je suis certain que c'est une certitude, j'aime toujours modérer ce côté-là et je vous invite à le faire. Donc là, on va embarquer, juste avant d'embarquer dans l'historique de certaines institutions qui étaient supposées nous servir historiquement et qui s'est avéré que finalement, elles ne nous servent pas. Elles ne servent pas le citoyen payeur de taxes, elles ne servent pas le peuple. Je vais vous montrer où on en est avec un sondage qui a été fait aux États-Unis. OK? Personne aux États-Unis qui croit aux théories de conspiration. L'assassinat de John F. Kennedy a été fait par l'État profond. Si on prend ceux-là qui ne sont pas sûrs, on a 75 3 personnes sur 4 aux États-Unis qui croient que ce n'est pas Lee Harvey Oswald qui a assassiné John F. Kennedy, mais bien l'État profond, la CIA ou quelconque autre chose. Donc, ça, c'est une théorie de conspiration que 3 personnes sur 4 disent c'est fort probable. Les gouvernements ne sont pas en charge. C'est un groupe comme les Bilderberg ou un autre groupe obscur qui contrôle le déroulement des grands événements. Ici, en passant, je tiens à vous dire, j'ai mis une ligne ici noire. Là. Pour la première portion, une personne sur 2 croit en cette théorie de conspiration. Ce ne sont pas tous des fous ou des imbéciles heureux. Ni ceux qui n'y croient pas, ni ceux qui y croient, ni ceux qui ne sont pas certains. Mais vous allez voir à la fin, qu'est-ce que je soulève comme question? Avant d'avoir des certitudes, justement, c'est inquiétant ça ici. Donc ici, tu as 50 des gens qui disent que ce ne sont pas vraiment les gouvernements qui sont en charge, ce sont les banquiers, les Bilderberg ou d'autres groupes obscurs qui sont au gouvernement. Encore une fois, 50 des gens croient que Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire une enquête? Il a été président quand même. C'est grave, parce que dans la Constitution américaine, si tu n'es pas né aux États-Unis, tu n'as pas le droit d'être président. Les machines à voter peuvent changer le résultat des élections. On a encore 50 des gens qui croient fermement ou qui disent que peut-être les machines peuvent changer le résultat des élections, les machines électroniques. Plusieurs top démocrates sont impliqués dans des trafics sexuels d'enfants. On est à 50 encore de gens qui disent que c'est fort probable. On parle des top démocrates, pas tous les démocrates, mais des personnes en position de décider, impliquées dans des trafics sexuels d'enfants. Moi, dans ce cas-ci, je pense à Fondation Clinton et tous les pédophiles qui entourent l'administration Clinton, Podesta, etc. Bien, on a 50 des gens qui croient que ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, puis ici, on a la même affaire pour les républicains. Ça veut dire que des élus de haut niveau sont compromis. On peut faire chanter ces gens-là s'ils sont impliqués dans des trafics de même. Et leurs décisions, les lois, les juges qu'ils mettent en place vont être choisis ou triés sur le tas par ces personnes de haut niveau-là. Les États-Unis développent des armes biologiques dans des laboratoires en Ukraine. Encore une fois, on est à plus de 50 Puis là, ici, on pense à la COVID avec le docteur Fauci, puis comment est-ce qu'on appelle ça? Voyons, gain of function. Excusez-moi, j'essayais de le trouver en français. Là. Le gain de fonction pour des virus.
qui les rend plus malléables ou qui vont toucher plus certains animaux ou certaines personnes, des humains. Les vaccins causent l'autisme. Plusieurs de nos médias gauchistes, québécois et canadiens crucifient RFK, qui est maintenant à la tête de la santé aux États-Unis, pour ce qu'il a écrit. Pourtant, il y a toutes les preuves. Quelqu'un qui va lire son livre va voir toutes les preuves qu'il y a des liens très, très, très impressionnants qui amènent à une très, très forte possibilité qu'en effet, les vaccins causent l'autisme avec toutes les augmentations qu'on a. Donc, la première portion qu'on vient de voir ici, sur les théories de conspiration que 50% des habitants des États-Unis supportent, ça, c'est une personne sur deux. Là. Je tiens à dire, c'est quand même important à ce moment-là de dire, moi, je suis convaincu que ou je ne suis pas convaincu que. Ni un parti ni l'autre peut dire qu'il est convaincu. Mais un gouvernement démocratique, transparent, devrait permettre à sa population de voir tous les documents, pas les cacher pour 60 ans, 75 ans, jusqu'à temps que ce soit sorti. On veut de la transparence. Maintenant, ici, on va aller avec un tiers de la population. Aux États-Unis toujours, plusieurs tueries avec armes à feu ont été créées de toutes pièces par des groupes pour voter des lois de contrôle d'armes à feu. On est à une personne sur trois. Je tiens à dire ici pour le Canada et pour d'autres pays qui veulent enlever des armes à feu à leurs citoyens, bien, un gouvernement qui ne veut plus que le monde se défende contre ses décisions, il enlève les armes à feu. C'est exactement ce que Trudeau fait avec son approche dictatoriale à la Chine, type chinois. Le gouvernement des États-Unis est derrière les attaques du 11 septembre. Réalisez-vous qu'une personne sur trois croit que le gouvernement est derrière les attaques du 11 septembre. Ça, en passant, personnellement, moi, ça, c'est une des certitudes que j'ai. Je n'ai absolument aucun doute que le 11 septembre a soit été, ils l'ont laissé faire, ou aidé par le gouvernement des États-Unis afin de mettre en place le Patriot Act qui permet d'espionner toute personne et qui ont maintenu encore. Le gouvernement a utilisé la COVID-19 pour pucer la population. Là, il y en a qui vont partir à rire, pour les 28 personnes qui vont m'écouter, il y en a qui vont partir à rire, mais c'est extrêmement important de comprendre, encore une fois, que c'est une personne sur trois de la population qui croit ça. Là. Donc, si vous croyez que c'est farfelu, bien, il faut permettre de désamorcer et questionner ces choses-là. Et je tiens à rappeler que pendant la crise COVID, on était crucifiés lorsqu'on questionnait la gestion COVID. Alors, dans une société qui se dit démocratique, elle devrait permettre de questionner. La science devrait permettre de questionner. La science s'est jamais arrêtée. Je m'excuse pour l'erreur ici, parce que j'ai fait des traductions. L'alunissage de 1969 n'est pas arrivé. C'était un film. C'est un film. Encore une fois, une personne sur trois dans la population croit ça, là. Et s'il y en a qui croient que c'est farfelu, ben moi, personnellement, je tiens à vous dire, je sors totalement pour avoir écouté une douzaine d'heures de documentaires, de vidéos, d'experts qui ont parlé là-dessus. Je suis absolument convaincu qu'en 1969, l'alunissage n'a pas eu lieu. Donc, je fais partie du un tiers de la population qui croit ça, ou de la moitié de la population. Moi, je me tourne du côté des théories de conspiration. Je fais partie de ces gens-là. Puis, ça se peut que je me trompe. J'admets que ça se peut que je me trompe. Mais je considère que je ne suis pas fou. Et je me demande pourquoi le gouvernement nous cache tant de choses puis ont tant de secrets. Est-ce que c'est permis de questionner et exiger des réponses? Je dis que c'est le devoir d'une administration de nous permettre de questionner, de fouiller, parce que c'est le peuple qui paye le salaire de ces gens-là. Il n'y a pas de place pour le secret. Et là, des gens vont me dire avec leurs grandes analyses, « Ouais, mais Daniel, les autres, l'Angleterre, la Chine, la Russie, là, ils ont des espions à la James Bond, puis bien plus que ça, puis ils ont l'intelligence artificielle, etc. » Oui, mais
On paye pour. Moi, je demande la vérité, puis c'est pas un jeu. La vie des gens, ce n'est pas un jeu. La vie des citoyens, ce n'est pas un jeu. La game politique, ça, c'est pas une game. Moi, j'aime pas ce mot-là et je le rejette et je le refuse et je ne l'accepte plus. Tous ceux qui décident d'aller en guerre, qui sont des hauts élus, qui envoient leurs enfants. Tous ceux qui veulent imposer des lois liberticides, qu'ils commencent par leurs enfants. Tout se passe par l'éducation. Tout se passe par l'éducation, une vraie éducation, pas une éducation biaisée. Une éducation avec une vraie table de concertation, avec une acceptation. Et lorsque c'est vrai, lorsque c'est profitable pour tous au niveau intellectuel, au niveau physique et au niveau émotionnel, au niveau spirituel, bien, il y a une acceptabilité qui se fait automatiquement à ce moment-là parce que c'est tellement beau qu'on l'intègre à notre vie. En ce moment, on va voir quels sont les événements qui nous permettent de dire que les entités qui ont été mises en place depuis une centaine d'années n'ont pas travaillé pour le citoyen, pour le peuple. Alors, je retourne. Je vais commencer avec la Première Guerre mondiale. Le narratif officiel, c'est l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et de son épouse, par un Serbe nationaliste. Cet événement-là pousse au paroxysme des tensions issues de contentieux antérieurs. Donc, il y avait des rivalités stratégiques, politiques, économiques et coloniales. Une guerre Autriche-Hongrie versus Serbie devient une guerre Allemagne-Autriche-Hongrie-Italie contre Russie, France et Royaume-Uni. Donc ici, vous voyez la carte. Là, je viens de vous donner le narratif officiel, d'accord? On va aller voir maintenant les victimes de cette folie-là, OK? Donc, quelques décideurs, dans leur tour d'ivoire, ont décidé de faire une guerre parce qu'ils n'étaient pas heureux. Donc, en millions, 9,7 millions de soldats tués, 21 millions de soldats blessés, 9 millions de civils tués. Ça représente 6 221 victimes par jour. Et si vous voulez faire des recherches, vous allez voir les Allemands, les Russes, etc., pour arriver au total. J'ai tout mis ici les pays, les puissances alliées, les puissances centrales. Tout ce que je vous ai mis là est vérifiable. C'était le narratif officiel. Maintenant, voyons. Hey, tabarouette, excusez-moi, mon logiciel a jammé. Avec le recul historique, analysons les vrais enjeux ensemble. Je vous le fais exactement comme je le fais. Les enjeux économiques et industriels. Course aux ressources et marchés. Donc, vous voyez là, en ce moment, qu'il peut y avoir des lobbies derrière ces guerres-là. On est à la Première Guerre mondiale, 14-18. Course aux ressources et marchés. L'Allemagne rivalisait avec la Grande-Bretagne et la France pour des colonies et des marchés. Le contrôle des matières premières, charbon, acier, était crucial. Les complexes militaro-industriels. L'industrie de l'armement en Europe était en plein essor. Les fabricants d'armes, Krupp en Allemagne, Schneider en France, ont indirectement profité de la guerre. Vous voyez qui est en arrière de ça encore, hein? Les fabricants d'armes. Pensez à l'Ukraine pendant qu'on parle. Alimente la course à l'armement. Expansion des empires coloniaux, la compétition pour l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient, pétrole et les minerais. Bénéficiaires sont donc industries d'armement, banques finançant les États, entreprises d'acier, puissances coloniales cherchant à agrandir leur empire. Un petit peu, mettons, je pense aussi, là, quand je vois puissance coloniale cherchant à agrandir leur empire, je pense à Israël, je pense à Trump. Ils ont vraiment des attitudes colonialistes. Même chose pour Poutine. Même chose pour la Chine également, qui s'en vont un peu partout en Afrique. Facteurs géopolitiques et impérialistes de la Première Guerre mondiale. Montée en puissance de l'Allemagne, un empire allemand en expansion, contestait la domination de la Grande-Bretagne et la couronne n'aimait pas ça. Rivalité impériale. La France voulait reprendre l'Alsace-Lorraine, qui a été souvent débattue entre les pays. La Russie cherchait à s'affirmer dans les Balkans face à l'Empire. Désintégration des empires vieillissants, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman étaient en déclin. Donc, les bénéficiaires, ce sont les grandes puissances qui espéraient redessiner
la carte de l'Europe et du monde. Troisième point, les alliances et le nationalisme, système d'alliances rigide. La triple entente entre la France, le Royaume-Uni et la Russie, et la triple alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, créaient un effet domino dans cet incident-là. Qui a voulu cet incident-là pour déclencher cette guerre qui a fait des millions de blessés et de morts au niveau des soldats et des civils? Nationalisme exacerbé. Les élites politiques et militaires voyaient la guerre comme inévitable pour renforcer leur prestige. Eux autres, ils se crissent des millions de personnes qui sont mortes ou qui ont souffert. C'est une game, hein? Un jeu politique. On va renforcer notre positionnement et notre prestige pour le pouvoir, pour l'argent. Bénéficiaires, gouvernement cherchant à détourner l'attention des tensions sociales internes, mouvement ouvrier et grève. Alors, quand le petit peuple devient tannant et revendique des choses, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une guerre. Hein? Parce que c'est pas correct que le peuple soit souverain et soit riche. Manipulation et propagande. Oh mon Dieu, que je pense au COVID en ce moment. Mobilisation des opinions publiques. La propagande de guerre présentait l'ennemi comme barbare. Cela renforçait le soutien populaire pour la guerre. Donc, il présentait l'ennemi comme des barbares. Presse et médias. Québec, Canada. Les journaux influencés par des élites politiques et économiques. Allez voir le financement de Radio-Canada, allez voir le financement des journaux québécois. Ont poussé la guerre par des campagnes de patriotisme agressif. Les bénéficiaires, médias nationalistes, propagande, élites politiques utilisant la guerre pour asseoir leur pouvoir. Point numéro 5, bénéficiaires financiers et industriels. Les banques et les institutions financières, les banques finançaient les belligérants en profitant des taux d'intérêt élevés et de la reconstruction d'après-guerre. Ah ben, industrie de reconstruction, en passant pour le dernier point, banque et institutions, là, ici, il y a beaucoup de personnes qui se préparent pour investir et je crois que c'était l'intention de M. Trump d'aller rebâtir en prenant quelques minerais en Ukraine, aller aider à rebâtir l'Ukraine. Et il y a également des grosses entités comme les BlackRock de ce monde qui étaient très intéressés à aller reconstruire les terrains de l'Ukraine. Industrie de reconstruction. Après la guerre, les entreprises se sont enrichies grâce aux énormes besoins de reconstruction. Mais c'est certaines entités qui... c'est bon la guerre, ça fait faire de l'argent. Les États-Unis ont fourni armes et matériel aux Alliés, s'enrichissant considérablement pendant la Première Guerre. Oh ben donc. Bénéficiaires, banques, JP Morgan, Rothschild, les industries lourdes. En passant, je tiens à vous dire que c'est tout vérifié et vérifiable, ce que je vous dis là. Constructeurs navals et producteurs d'armes. Facteurs psychologiques et sociaux. Désillusion des élites. Beaucoup voyaient la guerre comme une occasion de régénérer la nation, redonner un élan patriotique. Ah, les gens, là, ils allaient trop bien, ça fait qu'on va mettre un petit peu d'animosité, un petit peu comme la guerre du Vietnam, admettons. Hein. La société va trop bien, peace and love est en place, on va aller au Vietnam. Oh. Crise des empires. La politique considérait que la guerre permettait de redessiner les frontières des empires austro-hongrois et ottomans. Bénéficiaires, mouvements nationalistes et révolutionnaires qui mèneront à la révolution russe et à l'éclatement d'empires. Les perdants et les conséquences. 16 millions de morts et de blessés. Déclin de l'Europe. L'Europe est sortie affaiblie et observez bien ce qui s'en vient dans les 3-4 prochaines années en Europe avec qu'est-ce qu'on vit au niveau de la géopolitique. Je fais juste soulever le point. Ouvrant la voie à la montée des États-Unis et de l'URSS. Traité de Versailles 1919, l'Allemagne fut lourdement sanctionnée, préparant le terrain pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, ici, on vient de voir qu'il y a une grosse possibilité qu'une entité quelconque ait mis un pion qui est allé assassiner 2 personnes, qui a donné la raison pour un effet domino, pour un repositionnement là, qui était tannant. Là. Il y avait des frictions entre différents pays, puis ils ont tous plongé là-dedans avec un grand bonheur. On poursuit notre hey, envoie-toi. Bon. Oups. Est-ce que j'ai passé? Non, c'est bon. Je suis au bon endroit. Qui a voulu cette guerre? Hein? Qui a voulu la Première Guerre mondiale?
Élite militaire et politique, certains généraux et dirigeants, notamment en Allemagne et en France, pensaient qu'une guerre courte permettrait de consolider le pouvoir. L'industrie d'armement, la guerre assurait des profits considérables. Mais vous voyez ici, hein? Ici, là, vous voyez, là, ça, c'est ceux-là qui envoient les soldats en guerre. Ça, c'est les soldats qui reviennent, puis eux autres, ils ont plein de médailles. Hein? Les crottés qui ne sont pas au front. Les banques, hein? Des grands vainqueurs, les banques. La financiarisation de la guerre a permis des gains énormes. Je nommerai pas la famille Bush pendant ce temps-là, hein, le grand-père. Hein? Regardez ici, là, je vous ai mis une petite photo. Regardez le gros sourire. Complexe militaro-industriel. Bénéficiaire à long terme. Les États-Unis sont sortis renforcés économiquement et militairement. Le Japon a consolidé sa position en Asie. La guerre a facilité la révolution bolchevique. Conclusion. La Première Guerre mondiale est le résultat d'un mélange explosif de rivalités économiques, impérialistes et nationalistes, où les élites politiques, financières et industrielles ont indirectement alimenté le conflit. 13 millions de vies perdues, mes amis. Et voilà, ces psychopathes qui sont à la tête de pays se crissent totalement du petit peuple et des soldats. Alors moi, quand je vois, là, je tiens à vous dire, chaque fois que je vois là, des journées commémoratives, là, surtout aux États-Unis, ou je ne vois pas dans d'autres pays, je le vois aux États-Unis, ou au Canada, on le fait moins, où ce qu'on dit, on va penser à nos héros de guerre et toutes ces choses-là. Bien, ces journées-là, ils devraient être prises plutôt pour dire on ne veut plus de guerre. Mais les États-Unis et d'autres pays, Israël, Russie, Chine, etc., tout ça, jouent la game, là, puis ils disent tout le temps qu'ils veulent la paix, mais ils mettent toujours plus d'armes et plus de soldats et plus de conflits. J'espère que l'administration Trump est honnête dans ce qu'elle essaye de faire au niveau de la paix en ce moment, sauf que je vois des réponses disproportionnées et hallucinantes. Admettons, je pense à Israël face à la Palestine. Certains vont me dire ça prenait une réponse forte, là, mais il y a quand même des civils. Et dans ce temps-là, moi, je me dis tout le temps, si c'était ma famille, mes enfants qui étaient impliqués dans un conflit semblable, est-ce que je réagirais ou je prendrais les mêmes décisions? La réponse, c'est non, c'est automatique. Si on est impliqué directement et physiquement dans un conflit, je crois qu'on va avoir un autre regard que celui de dire ah, c'est juste des victimes collatérales. Donc, on y va avec l'histoire, c'est drôle, hein, l'histoire. Je sais, en 1938, Hitler était nommé homme de l'année. Il a réarmé l'Allemagne jusqu'aux dents. Il a volé l'Autriche sous les yeux du monde. Il a réduit la Tchécoslovaquie en un État allemand sans verser de sang. Il a imposé une révision drastique des alliances défensives de l'Europe. Il a obtenu carte blanche pour lui-même en Europe de l'Est en obtenant une promesse de non-intervention de la part de la Grande-Bretagne et de la France. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui souhaitaient la guerre qui s'en venait? Quand même été nommé homme de l'année en 1938. Hein? Et le 1er septembre, pas trop longtemps après, 1939, l'homme ou la personnalité de l'année déclarait la Deuxième Guerre mondiale. Alors, là, je vais prendre un temps de pause. On a Trump comme président aux États-Unis avec un mandat extrêmement fort en ce moment. Il semble faire des bonnes choses pour son peuple. Il semble faire... Ben, il semble pas. Il prend des décisions qui sont quand même axées pour les États-Unis. Si je serais content, moi, d'avoir quelqu'un d'autre à la place de Trudeau qui prendrait des décisions économiques et il mettrait en place des lois qui serviraient le peuple. Donc, il ne semble pas le faire. Trump fait ça en ce moment pour les États-Unis. Sauf que si on prend l'exemple d'Hitler en 1938, c'est la voiture du peuple, le Volkswagen, etc., l'économie. Lentement, pas vite, en arrière, depuis quelques années, il est en train de gruger les libertés des ethnies comme les Juifs, etc., hein, les amener dans des ghettos et tout ça. Et un an après avoir été nommé homme de l'année par le Times, eh bien, il déclare la Deuxième Guerre mondiale. On va faire le même exercice. Et là, ça va être plus important parce qu'il y a des entités qui sont sorties de cette Deuxième Guerre mondiale-là qui vont être le fer de lance du point que je veux passer. Donc, les pertes militaires ici, vous pèserez sur pause, vous les regarderez, un petit souvenir. Hein?
C'est comme ça que les psychopathes pensent. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ça? Qu'est-ce qui est ressorti de la Deuxième Guerre mondiale? 50 à 60 millions de morts pour qui? Pourquoi? On va faire un point d'arrêt. Donc, le 13 janvier 1942, création de l'OSS, Office of Strategic Service, remplacé plus tard par la CIA. On y reviendra. Hein? Vous savez c'est quoi? Donc, on crée, pour défendre les États-Unis et les alliés, on va créer l'OSS, qui sera remplacé plus tard par la CIA. Donc, la CIA a été mise en place par le président Truman, qui a donné le mandat à Wild Bill Donovan, qui, lui, a engagé comme par hasard Dick Ellis. OK. Dick Ellis, après sa mort, a été accusé d'avoir été un espion ou un agent triple pour l'Allemagne et l'Union soviétique. Ça, là, c'est tout vérifiable, mes amis. Selon l'auteur Nigel West, un groupe interne conjoint du service de sécurité MI5, avant MI6 après avec la gang, mais appelé le Fluency Committee, pensait qu'Ellis avait été un espion pour l'unité de renseignement militaire de l'Allemagne nazie avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, des jeux de déception et de mensonges de nos agences et nos gouvernements qui ont été dénoncés par un monsieur très important dans nos vies en ce moment, M. Edward Snowden. On y reviendra peut-être plus tard. Un exemple ici à qui profite des guerres et en plus se positionne afin d'influencer la géopolitique. L'Holocauste est la fortune de la famille Bush. Ah ben, gardons ça, la famille Bush. Vous irez lire là-dessus. Hein? Un article de 2018, Bill Van Auken. Il est opportun que nous republions un commentaire de 2003 sur un aspect crucial du bilan réel de la famille Bush. Bien connu des médias de la grande entreprise des politiciens des deux partis qu'une partie substantielle, partie importante, de la fortune de la famille Bush provenait des relations d'affaires étendues entre les nazis et le patriarche familial Prescott Bush, le père de George Bush Sr., et le grand-père de George Bush Jr. qu'on a eu dans les années 2000. Donc, les millions de familles qui ont donné à George Bush et à ses enfants une vie de privilèges et stimulé leur carrière politique sont liés au massacre et à la torture des millions de victimes de l'Holocauste, du viol impérialiste allemand et de l'Europe. On va faire un petit temps d'arrêt. Vous savez, ces psychopathes-là, ils recherchent tellement le pouvoir. Ce sont des psychopathes, narcissiques. Ils recherchent tellement le pouvoir que c'est hallucinant qu'ils réussissent toujours par le mensonge et par la déception. Vous voyez, le grand-père Bush qui a réussi à faire fortune avec les guerres a positionné ses enfants, George Bush Senior et ensuite George Bush Jr., à la tête d'une des plus puissantes nations du monde. Et on va croire que ce qu'ils font comme move, c'est pour la liberté. Donc, un autre point. Projet Manhattan, 1940 à 46, fait au USA en collaboration avec l'Empire britannique, Churchill, et vous irez voir l'accord de Québec. L'objectif était de développer la bombe atomique suite à l'attaque de Pearl Harbor qui a fait 2400 morts au 7 décembre 1941. Moi je soulève la question, est-ce que Roosevelt et Churchill étaient au courant de l'attaque? Résultat, le 8 décembre 1941, ce qui a semblé faire l'affaire de quelques personnes, les États-Unis entrent en guerre. Ici, c'est écrit « L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises le 7 décembre 1941. » Mais je vous invite vraiment à aller voir le narratif qui est autour de tout ça. Les bombardements atomiques ont suivi. La conséquence de ça, bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont lieu le 6 et 9 août 1945 sur la ville d'Hiroshima, 340 000 habitants, et de Nagasaki, 195 000 habitants. Les pertes, regardez bien ici, là. Regardez bien ce que j'ai écrit, là. Les États-Unis se sont permis ça avec la bombe nucléaire pour envoyer... bombe atomique, je veux dire, excusez.
pour envoyer un message, hein, qu'ils disent. Mais je veux, là, imaginer, là, que le Japon ait droppé ces deux bombes-là sur les États-Unis. Hein? Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Est-ce qu'on en parlerait encore avec les États-Unis? Avec leur liberté, leur droit, la plus puissante et la meilleure nation du monde qui ont fait cette atrocité-là. Ça, c'est une conséquence. Je trouve les Japonais très, très bons. Continue, on est à mi-chemin. Une autre entité qui a été créée ici, OK? Hein, donc, là, je tiens à vous dire, là, vous voyez où est-ce que je vais avec ça? On a des entités qui sont créées, Projet Manhattan. Oups, excusez, ça va pas long. Projet Manhattan, l'OSS, etc. Ces personnes-là qui créent des guerres, qui s'enrichissent. Ici, on va parler des Five Eyes, traduit les cinq yeux. Groupe des cinq par la défense canadienne désigne l'alliance des services de renseignement de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des Royaumes-Unis et des États-Unis. Ces pays sont reliés entre eux par l'accord UK-USA, un traité qui prévoit la coopération UK pour United Kingdom puis USA. Service assurant la collecte de renseignements. Hein? Donc, l'historique, c'est que ça a été mis sur pied pour surveiller les communications. C'était bon, là, c'était gentil là, au début. Là. Mis sur pied pour surveiller les communications de l'URSS et des pays du bloc de l'Est. Mais il est aujourd'hui utilisé par les États-Unis comme instrument de surveillance des communications partout dans le monde. Donc, au début, c'était « Hey, on va mettre en place là, une affaire, ça va être temporaire. » C'est un peu comme la TPS. Là. On va surveiller nos ennemis, l'URSS puis le bloc de l'Est. Aujourd'hui, utilisé partout dans le monde pour nous espionner. OK? Vous irez lire là-dessus, c'est intéressant. En 2013, M. Edward Snowden a écrit et a démontré avec ses preuves une agence de renseignement supranationale qui ne répond pas aux lois de ses propres pays membres. Les documents révélés par Snowden en 2013 montrent que les Five Eyes ont intentionnellement espionné leurs citoyens, partagent les informations afin de contourner les lois garantissant les droits des personnes. Question? Là, à ce point-ci là, du podcast, est-ce que les Five Eyes, le Patriot Act, Five Eyes là, qui a été mis en place pour combattre la Russie et le bloc de l'Est, le Patriot Act qui a été mis en place suite aux attentats du 11 septembre 2001, est-ce que ça a été mis en place pour le bien des citoyens ou pour donner plus de pouvoir aux entités qui veulent le contrôle? On va ramener encore la même question qui va m'amener à la finalité de comment tirer des conclusions ou arriver à dire moi, là, je suis certain que Trump est méchant, je suis certain que Zelensky est bon, je suis certain que Trudeau, il fait de son mieux, que Legault, c'est pas de sa faute, avant de tirer des conclusions. Là, on est plus gros, on est au niveau géopolitique. J'ai voulu prendre des exemples vulgaires, grossiers, tellement gros. On a créé ces entités-là, puis quelques années plus tard, plusieurs années plus tard même encore, on parle de 1946, puis on est rendu en 2026 tantôt. Là. Ça va faire 80 ans. Ils espionnent tout le monde. Au début, c'était le 11 septembre. C'est contre les terroristes. Oh, passe le Patriot Act. On a le droit d'espionner tout le monde, d'aller n'importe où ce qu'on veut, puis ils n'ont pas un mot à dire. On contourne toutes les lois, le privé, etc. J'ai fait un podcast là-dessus qui était sur un rapport minoritaire qui disait qu'on n'aurait plus de vie privée. Alors, c'est important, ces choses-là. Donc, allons-y, on continue. On va vous amener les faits du procès de Nuremberg. Les faits, il y a eu un seul tribunal. Il y a plein de monde là, qui me parle de ça avec la COVID des fois, puis je me bidonne de voir l'espoir qu'ils ont, le faux espoir qu'ils ont. Il y a eu des millions de morts là, dans la Deuxième Guerre mondiale. Le tribunal international, tenu en vertu du statut de Londres, a connu un seul procès, le procès de Nuremberg. Au terme des 10 mois d'audience, 21 accusés, aucun des 21 accusés n'a plaidé coupable. 11 sont condamnés à mort et 3 sont acquittés. Quand vous parlez du procès de Nuremberg, là, ça,
ce que je viens de vous montrer là, c'est la résultante. OK? On y revient. On va vous le montrer comme il faut. Le procès de Nuremberg, 11 condamnés, 3 acquittés. On reviendra à la gestion COVID un petit peu plus loin. Par contre, hein, les États-Unis ont pris sous leurs ailes les scientifiques nazis. Opération Paperclip. Hein? Tout le monde? Bernard Verbraun, non, en tout cas, je me souviens jamais de son nom, Von Braun. Nazan ou nazi? Je lève la question. Hein, ça faisait leur affaire, ça. On continue. Donc, est-ce que le procès de Nuremberg, c'était comme un pétard mouillé, finalement, là, pour dire, OK, finalement, on va prendre ce qui reste, puis c'est pas grave si on tué plein de monde. Des entités créées suite à la Deuxième Guerre travaillent-elles vraiment pour le peuple? Quelles sont les actions et résultats depuis 1945? Ça, c'est la question là, que je me suis posée il y a 3-4 mois pour faire ce podcast-ci. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs heures, là, fait que là, je vous donne un résumé. Les Nations unies. OK, vous voyez ici, hein, hey, les Nations unies, sont-tu fins un peu? Puis je tiens à dire là, que le pacte pour l'avenir de l'ONU, vous irez voir, le pacte pour l'avenir, c'est quelque chose que vous pouvez trouver, a été adopté en septembre dernier par une procédure nommée procédure de silence. Donc, une institution qui travaille pour le peuple a décidé de voter un pacte pour l'avenir avec une procédure de silence où le président a donné 72 heures au pays pour formuler les objections. Puis si, là, vous allez voir, passe obligatoirement par un engagement renouvelé en faveur d'une coopération internationale. Là, on parle des changements climatiques, tout ça. Donc, le pacte pour l'avenir qui a été adopté sous une procédure du silence, si tu ne réponds pas en dedans de 72 heures et tu es membre de l'ONU, ça veut dire que tu dis oui automatiquement à ce qu'ils disent. OK? Donc, c'est une coopération internationale, pour ne pas dire gouvernement mondial. Donc, si vous voyez changement climatique, sécurité internationale, coopération numérique, gouvernance mondiale. Je vous ai sorti des extraits, vous pouvez trouver ça vous-même. Vous voyez ici, point numéro 5, coopération internationale. Point numéro 11, tous les changements, les changements climatiques. Point 17, sécurité internationale, gouvernance mondiale, processus intergouvernementaux, application globale. Réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Hein? Abandon des combustibles fossiles, le pétrole, vos chars. Il faut que vous ayez tous des chars électriques qu'on peut arrêter quand on veut avec un petit signal, pouf. Conformément aux données scientifiques. Conformément aux données scientifiques. Mais on n'a pas le droit de contester le changement climatique avec nos gouvernements. On est des fous si on dit hey, peux-tu se poser des questions? Où tu prends tes rapports? Avant, là, ta patente qui prenait des échantillons de température là, était à 2 km de la ville. Maintenant, elle est rendue intégrée à la ville avec plein d'asphalte et de béton. C'est pas la même température qu'être dans l'herbe à côté des arbres. Là. Hein? Mais non, on ne peut pas poser ces questions-là. Vous irez voir. Les zones d'échantillons à travers les 20 dernières années, les villes ont grossi, ils ont laissé à la même place. Là, c'est plus chaud, hein? Puis ils ne prennent pas la même hauteur, etc. Mais ça, on n'a pas le droit de questionner ça. Donc, voilà une entité, là, l'ONU, là, c'est supposé défendre, être là pour le peuple, là, puis ils ont fait un pacte secret pour l'avenir. Donc ici, Guterres, là, qui est à la tête, l'idée d'une plateforme d'urgence de l'ONU, lui, il dit ça, là, n'est pas une prise de pouvoir, c'est un multiplicateur de force. Donc, il dit, moi, là, je veux pas le pouvoir total, là, je veux pas avoir tout le pouvoir décisionnel pour le pouvoir. C'est juste que ça va, si nécessaire de reconnaître cette initiative fait suite à une série de catastrophes qui mettra en lumière des lacunes majeures de la gouvernance mondiale. Encore une fois, gouvernance mondiale. Donc, ce monsieur Guterres-là, là, lui, il veut tout le pouvoir, mais c'est pour notre bien. On va donner à notre pouvoir de décisionnel ici au Canada,
à une entité pour laquelle on n'a pas voté. C'est ça qu'il recherche avec son pacte secret. Continuons. Protéger l'ONU encore, tous les êtres humains sur Terre grâce à une couverture universelle des systèmes d'alerte précoce multirisques d'ici à 2027. C'est dans 2 ans, les amis. Là. En résumé, l'ONU prône une gouvernance mondiale afin de régler tous nos problèmes, incluant celui des réchauffements climatiques, de l'intelligence artificielle. Allez lire le pacte, là, je vous le dis, le pacte pour l'avenir. La faim dans le monde, les échanges monétaires, je m'excuse pour le mondial, la monnaie numérique et le terrorisme. Est-ce que ça fonctionne, l'ONU, depuis 1945? Parce que ça a été créé en 1945, l'ONU. Posons-nous la question. Ça, ici, c'est un article. Là. L'Afrique s'enfonce dans l'extrême pauvreté. C'est très récent, là, cet article-là. Là. Taux de pauvreté par territoire en 2000. OK? Taux de pauvreté en territoire en 2000. OK? En 2023. Regardez les 2 photos. Là. Donc, l'ONU et les entités mondialistes s'occupent de nous. Ça, c'est en 2000. Là. Ça, c'est en 2023. Fait qu'il y a plus de pauvres. Là, vous allez dire, ah ouais, la démographie. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Quand on veut des solutions, on les a vraiment. Donc, ça ne donne absolument rien d'avoir des entités de même si le résultat de 25 ans plus tard est pire que l'autre. Allons-y avec l'UNESCO maintenant, créé en novembre 1945. Tout ça est issu de la Deuxième Guerre mondiale. On dit, on va vous faire des entités là, qui sont là pour une saine éducation. Action de l'UNESCO dans la bande de Gaza, en Palestine, répondre aux crises, c'est tout que du bon monde. L'OMS, créée en avril 1948. Hey, l'OMS est là pour notre bien. Là. Ça a été créé en 1948. Ils ont dit, hey, on va faire une organisation mondiale de la santé là, suite à ce qu'on a vécu avec la Deuxième Guerre mondiale pour le bien des peuples à travers le monde. Ensemble pour un monde plus sain. Encore une entité pour laquelle on n'a pas voté. Continuons. Est-ce que ces entités-là travaillent pour nous? Lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé en mai 2024, les États membres ont adopté une résolution visant à prolonger les négociations de l'accord sur les pandémies pendant 1 an. Les États devaient soumettre un document avant ou lors de la 78e Assemblée mondiale. Donc, ici, on continue. L'accord international en cas de pandémie, rôle du Canada. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé visent à élaborer et négocier une convention, un accord ou un autre instrument international pour renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Un rappel qu'un des principes généraux est qu'une fois qu'un instrument juridique international est en vigueur, il est force obligatoire pour ces parties qui doivent remplir les obligations qui en découlent. On vient de vivre une pandémie où on écoutait les recommandations de l'OMS, où on a remis toutes nos libertés et nos droits fondamentaux à une entité pour laquelle on n'a pas voté, hein, et qui prenait des décisions. Donc, c'est ça que je viens de vous lire, là. C'est un rappel, principe général. Une fois qu'on fait partie de la gang, là, on a l'obligation de les écouter. À ce point-ci, dans cette présentation, je tiens à soulever quelques questions. Quel genre d'analyse j'aurais fait lors de la création de ces entités mondialistes? Pour l'ONU, par exemple. Hein? C'est quoi la résultante qu'il y a au bout? Pour l'UNESCO? Pour l'OMS? On va y aller avec l'OTAN. On se rapproche de la fin. L'OTAN, là, c'est un sujet d'actualité ces temps-ci. Hein? 4 avril 1949, fondation de l'OTAN. Une autre entité, là, avec une nature défensive et souple. Hein? L'organisation se définit par le principe de la défense collective. La défense. Allons voir ça si c'est vrai. L'OTAN a participé aux guerres suivantes. La guerre de Corée, 1950 à 1953.
Crise du Liban 1958, une note. Le dirigeant Camille Chamoun était un initié à la Grande Loge franc-maçonnique d'Angleterre. Excusez les erreurs. Guerre du Golfe 1990. L'Irak veut annexer le Koweït. Pétrole. Guerre de Bosnie 1992 à 95. Le narratif officiel, c'est un génocide musulman. La réalité, c'était des intérêts géopolitiques pour l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite. Guerre du Kosovo, 1999. Narratif officiel, Serbes versus Albanais. Allons voir ici. Écoutez ça, là. Lisez ça. Là. On parle de l'OTAN ici. Une enquête de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch recense 90 incidents lors des bombardements, entraînant la mort de 498 à 528 civils. Environ 2 tiers d'entre eux étaient des réfugiés albanais du Kosovo et ils ont conclu à une violation du droit international humanitaire. Regardez ce qui est écrit. L'OTAN se défend en invoquant le concept de dommages collatéraux. Pour l'OTAN, c'était des dommages collatéraux, les 500 victimes qu'il y a eu dans leur... c'était quoi qui était écrit? Nature défensive et souple. Guerre en Afghanistan. Narratif, réponse au 11 septembre. Hein? L'OTAN est tellement bonne. Réalité, c'est la géopolitique Russie versus les États-Unis. Guerre en Irak. Narratif officiel. Armes chimiques et de destruction massive. On sait tous maintenant que c'était un mensonge de M. Powell. Réalité, mise en place d'un pouvoir pro-américain en Irak. Guerre en Libye 2011. Narratif contre un dictateur pour la démocratie. La réalité, Kadhafi voulait créer une monnaie africaine adossée à l'or et ça ne plaisait pas à ceux qui veulent une monnaie adossée au pétrole. Maintenant, aujourd'hui, avec un regard sur les interventions de l'OTAN depuis sa création, si on prend la guerre en Ukraine, quelles sont les raisons de sa présence en Ukraine? Pour défendre la liberté et la démocratie? Pour affaiblir la Russie? Pour cacher d'autres choses? Qu'en est-il de la charte de l'OTAN, de sa nature défensive? Je vous pose la question. Où était l'OTAN et les États-Unis lorsque la Chine a envahi le Tibet, par exemple? Je nous laisse réfléchir à ces questions et en faire l'analyse. Est-ce qu'on a des certitudes à ce point-ci? Ça, là, ici, là, ça date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle. Première semaine de mars 2025. Davantage de pays européens vont augmenter leurs dépenses de défense, dit le chef de l'OTAN. Les dirigeants européens s'accordent sur un plan visant à mettre fin au combat à l'issue d'un sommet de Londres. Pourtant, il y a quelques jours, Zelensky a rencontré Trump et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé que davantage de pays vont augmenter leur défense. C'est une très bonne nouvelle à ce sommet organisé dimanche. J'ai parlé plusieurs fois avec le président Trump. Les États-Unis font partie de l'OTAN, sont engagés dans l'OTAN, mais ils n'auront plus de financement. Et on va voir la face des mondialistes qui veulent maintenir la guerre. Là, je m'en vais sur un terrain glissant, mais je pense que c'est nécessaire d'y aller. Et vous allez voir où est-ce que je me situe là-dedans. Lorsqu'on me pose la question, Dan, crois-tu à ci, crois-tu à ça? Penses-tu qu'ils sont pour nous? Penses-tu qu'ils sont contre nous? Et ce sont les questions que je vous amène dans ma tête, dans ma façon de regarder les événements. OK? Donc, je sais que c'est un terrain glissant, mais il est important. En considérant là, les entités qu'on a vues là, en ce moment, là, les Five Eyes, l'ONU, l'OSS, la CIA, etc., toutes ces entités-là qui ont été créées, qui étaient au départ, ONU, OMS, etc., UNESCO, qui étaient mis là en place pour le bien des citoyens au départ et qu'on voit une dégradation pareille des entités. En considérant l'historique des entités que je viens de montrer, là, est-ce que j'ai le droit de me poser les questions suivantes? Est-ce que les actions et les entités avec des pouvoirs incroyables qui sont en place aujourd'hui et qui semblent servir le citoyen vont se tourner contre moi dans quelques années? On parle d'aujourd'hui. Et servir des intérêts qui, encore une fois, enlèvent du pouvoir aux citoyens, payeurs de taxes, via du pouvoir.
puis qui enlève également des libertés et des droits fondamentaux à chaque fois, via des infrastructures comme la monnaie numérique, l'identité numérique, l'intelligence artificielle. En passant sur l'intelligence artificielle, là, je tiens à dire, pour le citoyen, là, on veut enlever l'énergie nucléaire, on a de la misère à avoir de l'énergie. Mais là, les gouvernements mondiaux, et aux États-Unis surtout, s'entendent pour dire on va remettre des centrales nucléaires là, parce qu'on a besoin d'énergie pour l'intelligence artificielle. Ils n'étaient pas capables de le faire, ça, pour le peuple. Mais pour l'intelligence artificielle, ils sont capables de le faire. Ça n'en dit long, là. Hein? On revient à mes questionnements. La technologie ARN messager chez les humains et les animaux dans tout ce qu'on mange. Les OGM. Fait que là, aujourd'hui, moi, on me demande là, de faire confiance à des milliardaires pour prendre des décisions qui affectent ma vie. Hein? Ça, c'est les gens là, à l'inauguration de Trump. Hein? L'inauguration de Trump. Il y avait des milliardaires au pouce carré, pas au pied carré, au pouce carré, qui entouraient cet homme-là. OK? On a des gens, là, milliardaires, qui disent Hey, nous autres, inquiète-toi pas, là, on comprend ta réalité. Là, je suis milliardaire, je suis au-dessus de toutes les lois, je suis intouchable. J'aime ça, prendre les ressources de la Terre, puis faire m'enrichir avec ça. Je vais prendre Elon Musk ici. Là. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense d'Elon Musk. Moi, cet homme-là, là, il ne fait absolument rien pour la Terre, en lien avec mes valeurs. SpaceX, Neuralink et toutes ces choses-là. Et on va, OK, il a pris possession de X ou de Twitter anciennement. OK? Puis là, ça nous a donné la liberté d'expression. Non, je suis désolé, moi, j'ai pas besoin d'Elon Musk pour m'exprimer. Oh, il fait le Doge. Il regarde les finances du gouvernement. Je trouve ça super bien que Trump et Elon Musk et sa gang assainissent les finances du gouvernement. Mais c'est le devoir d'un gouvernement de bien gérer les deniers du citoyen payeur de taxes. Tous les gouvernements, ça va de soi. On n'a pas besoin d'Elon Musk pour le faire. Tous les gouvernements devraient le faire. Le gouvernement Trudeau devrait le faire. Le gouvernement Legault devrait le faire. Mais ce système-là, ce gros éléphant blanc-là, ne sert plus le citoyen en aucun cas. Et vous me demandez d'avoir confiance en des milliardaires, je suis désolé, je suis incapable de le faire. Je suis absolument incapable de le faire. Et comme conclusion, je vais vous dire où je me situe et je vais vous le montrer. De toute façon, là, moi et vous, nous n'avons aucun pouvoir sur ces gens-là. On peut juste regarder, tirer des analyses. Puis là, je vois des gens qui font des grandes analyses là, de partout dans le monde, en France, au Québec, dans différentes entités. On a tous des opinions, parfait. Mais dans la vraie vie, là, j'ai aucune façon, moi, j'ai aucun pouvoir de changer qu'est-ce que ces psychopathes-là, puis le pouvoir qu'on a donné à ces fous-là. Alors, la solution pour moi réside en devenir autant que possible autosuffisant et indépendant de ce système qui m'a menti trop souvent pour que je puisse y faire confiance. Ce système-là, là, on regarde, en passant, là, on regarde les États-Unis, puis on dit Oh, les États-Unis font du bien. Mais je m'excuse, là. Les 5 dernières années, ils ont fait juste de la crise de merde, dépendamment, là, avec Biden. Ils ont donné de l'argent à l'Ukraine, ils ont mis l'idéologie wokiste en avant, ils ont laissé entrer des millions d'immigrants illégaux, dont des dizaines de milliers d'enfants ont disparu aux mains de quelconque trafic. Je trouve ça épouvantable. Si c'était mon enfant, si c'était votre enfant. Alors, on me demande de faire confiance à ça. Non, je ne peux pas faire confiance en ce système-là, en quelconque système. Et dans l'incapacité de conclure si ces gens travaillent ou non pour le bien de l'humanité, ben, je travaille sur moi et mon autosuffisance. Et l'autosuffisance, c'est évolutif. Je vais vous dire que ça n'a jamais été... vous ferez un pause, là, je vais vous montrer ici là, pourquoi prioriser l'autosuffisance. Hein? C'est des questions qu'il faut se poser. Là. Vous ferez une pause là-dessus. Donc, les entités
Et ce système-là ne sert plus du tout le citoyen. Ils dépensent, ils grossissent, sont inefficaces. On est, admettons, au Québec, nous, on est supposé se plier au système de santé, alors que c'est le système de santé qui devrait être à notre service. On nous met des taxes, Trudeau nous endette, nos enfants ont une éducation avec une idéologie woke. Et ça, des gouvernements n'ont pas à, ou des systèmes n'ont pas à implanter aucune idéologie, sauf celle d'un respect de la nature, d'un respect de l'humain, d'un respect de la planète. Alors, c'est ma conclusion. Donc, là, je vais vous dire, c'est le dernier podcast que je fais officiellement demain. Je vais faire des sorties peut-être sur Facebook des fois, donner mon opinion si on me demande. Si ça me tente de la donner, j'ai ma liberté d'expression. Je vais le faire aussi respectueusement que possible. Mais je vous dis là, très sincèrement, à ce point-ci, et il est déjà tard, il n'a jamais été aussi important à ce point-ci de développer son autosuffisance, son autodétermination, autant que possible au niveau alimentaire. Et avec un peu d'effort, ça se fait à l'intérieur de quelques mois, là, d'apprendre à jardiner, d'apprendre à conserver, d'apprendre à canner, de s'assurer d'avoir des alliés, hein, à développer sa communauté, d'être préparé pour quelques semaines au début, puis après ça, on bâtit. Puis les seules raisons qu'on peut avoir de ne pas le faire, c'est la paresse, c'est la lâcheté, ou de dire qu'on accepte de remettre son autodétermination dans les mains d'une autre personne. Alors, moi, je vous dis que ça n'a jamais été aussi important que maintenant. Ça fait 3 ans que je parle d'autosuffisance et d'autodétermination et de souveraineté individuelle. Et il y a une raison pour ça. On revient à la question des échecs au début. Lorsqu'on regarde la game d'échecs, on essaye de le dire le plus gentiment possible et tout ça. Mais maintenant, avec l'instabilité mondiale flagrante, où on a des entités de psychopathes au niveau mondial qui s'affrontent pour avoir du pouvoir, il n'a jamais été aussi important de développer son autosuffisance et d'être prêt pour quelque temps. Mettons un grand froid comme on a cet hiver là, avec beaucoup de neige. Si, admettons, on n'a pas de courant, qu'est-ce que vous faites pour plusieurs semaines? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous nourrissez? Ça prend 8 jours avant d'atteindre le chaos. Donc, ça n'a jamais été aussi important. Et une des raisons pour lesquelles j'arrête le podcast, c'est que j'ai plus rien à dire. Ça n'intéresse pas les gens d'avoir des solutions. C'est ce que je vois. Puis, c'est pas que je suis bipolaire. Il fallait que je le vive. Il fallait que je vois la réaction des gens face à l'offre que moi j'avais. L'offre que j'ai, moi, c'est je veux dire, OK, regardez, là, le constat, c'est que notre système est un échec. Il ne sert plus du tout le payeur de taxes. On est les plus taxés en Amérique du Nord, ici au Québec, avec 47 de taxes et impositions. Puis on n'a pas de bons services, on n'a rien. J'arrive du Mexique, j'ai eu plus de services, plus de plaisir, plus de tout au Mexique qu'au Québec. C'est pas normal. On parle du Mexique en mal. Je l'ai vu de mes yeux vus pendant 2 semaines parmi le peuple où ce que la communauté est développée, tout le monde mange à sa faim, puis ça va quand même assez bien. Puis c'était pas du tout violent l'endroit où j'étais. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. Il n'y a pas de système parfait. Mais le Québec, avec ce qu'on paye, est loin d'être parfait. Avec les richesses qu'on a ici, c'est loin d'être parfait. Et on est complètement abusé par une classe politique provinciale et gouvernement fédéral. Puis au niveau géopolitique, on a des psychopathes en place qui sont prêts à tout pour le pouvoir, pour l'argent, pour la domination. Donc, je reviens, ça n'a jamais été aussi important, je crois, qu'en ce moment, de développer votre autosuffisance autant que possible. Et je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à rechercher, je n'ai plus rien à prouver. Si vous allez écouter les 21 épisodes, incluant celui-ci, qui démontrent on a mis en place dans le passé des entités qui étaient supposées être à notre service et qui ne font absolument rien, sauf blablater, puis demander de l'argent, puis demander plus de pouvoir, alors qu'on n'a pas voté pour eux autres. Je parle d'ici OMS, UNESCO, ONU, des entités qui gardent plein de choses dans le secret, qui nous cachent plein de choses, comme la CIA, les agences secrètes, le MI6, etc., le Mossad, Epstein, toutes ces cochonneries-là qui essayent juste de corrompre. Et l'humain est facilement corruptible. On peut facilement corrompre l'humain lorsqu'il n'y a pas des grosses et bonnes valeurs de base. Surtout quand des personnes sont faibles et recherchent le pouvoir à tout prix.
Donc, j'ai plus rien à dire là-dessus. Je vois que c'est pas une offre. Les gens préfèrent entendre exposer, chialer et dire « Ah, ça n'a pas de bon sens », plutôt que se mettre dans l'action. Se mettre dans l'action, ça appartient, semble-t-il, à une minorité. Un ami à moi dit que Dan, par contre, décourage-toi pas, c'est la minorité qui va... c'est une minorité. Moi, je pense que c'est à peu près 15 du peuple qu'il faudrait qu'il se lève, qui va permettre de revirer la situation, de changer le monde. Mais moi, avec mes enfants, avec ma famille, je n'ai plus le goût de mettre autant d'efforts à travers ces choses-là. Je sais tout ce que j'ai à savoir sur la corruption. Je n'ai pas besoin de savoir tous les détails, mais je vois parfaitement l'échiquier mondial qui se met en place et les puissances qui se mettent en place. Et ça me tente pas de mettre plein d'efforts pour très, très peu de résultats au bout de la ligne. Par contre, je vais essayer ici, chez moi, de resplendir autant que je peux, de donner tout ce que je peux à mes enfants. Alors, ça va quand même demeurer sur YouTube, les épisodes d'Équipodcast. Je crois avoir fait ce que je pouvais. Et je ne suis pas un gars patient, donc ça ne me tente plus de dépenser du temps et de l'énergie là-dedans. Par contre, je voulais finir ça ici. Et j'espère que le message a été bien reçu. Sur ce, écoutez... pour ceux qui savent entendre et pour ceux qui comprennent les enjeux en ce moment, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. C'est sûr que la Première et la Deuxième Guerre mondiale devaient être terribles, mais en ce moment, c'est extrêmement insidieux tout ce qu'on vit. Donc, je ne sais pas quelle va être la finalité. C'est un agenda 2030, donc ça devrait finir dans 5 ans environ. Et ensuite, on reconstruira qu'est-ce qu'on a à reconstruire. Mais soyez dans l'action. Pour ceux qui peuvent le faire, pour ceux qui ont aimé le contenu d'Équipodcast, je vous remercie de nous avoir appuyés pour les 222 personnes. Et longue vie à tous. Que du bien, que du bonheur. La terre est un paradis. La terre est un paradis, elle donne, moi quand je jardine, quand je vois mes poules, les oiseaux ici, là, un terrain peut devenir un paradis. Et si on l'aime, si on donne une petite poussée, contrairement à Musk, vous savez, je vais faire une parenthèse. Musk, si vous me demandez si Musk est un homme intelligent, je vous réponds, c'est un innocent. C'est un fool en anglais qu'on dit. C'est un gars qui ne comprend rien ou qui a un agenda. Parce que quand on regarde, une personne, moi, qui regarde Mars et qui dit on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur Mars, ou qui regarde tout le temps dans l'espace ou ailleurs, puis qui ne fait pas le ménage de son propre jardin, qui ne regarde pas la Terre ici, la belle Terre qu'on a, qui aurait besoin d'un coup de pouce de milliardaires comme Musk, eh bien, dans ce temps-là, je vois que ce n'est pas sur une personne de même que je peux me fier. Parce qu'une personne intelligente va dire ici, la Terre, c'est un beau paradis. On a juste besoin de la chérir un petit peu puis de donner un peu d'amour. Mais si on ne le fait pas, si on ne s'occupe pas de notre propre maison, quelqu'un qui regarde ailleurs, il n'a pas compris. Sur ce, je vous souhaite que du bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous amener, il y aurait pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre